Bonjour Luc Ferry. Bonjour. Alors on vient de mettre la chanson d'Axel Red, Le monde tourne mal. Vous êtes philosophe et ancien ministre de l'Éducation nationale, auteur non pas d'une quarantaine de livres mais de 200 livres, c'est bien ça que vous m'avez dit en off il y a quelques secondes, dont le dernier Réflexion sur l'école pour renouer avec le bon sens aux éditions Priva. Et nous allons nous y attarder bien sûr, mais avant tout rassurez-nous Luc Ferry, je m'adresse aux philosophes, dites-nous que le monde va aller bien, qu'il va finir par aller bien, à défaut qu'il tourne mal. Non, on a des défis énormes à relever, mais ça ne veut pas dire que ça aille, moins bien qu'avant. Les intellectuels de la décadence, comme mon ami Alain Finkielkraut, ou comme Michel Onfray, ou les journalistes comme Zemmour, qui nous expliquent que le monde va de plus en plus mal, je leur demande toujours, mais tu veux revenir à quoi avant ? Les années 30, quand Hitler et Staline se partageaient le monde, les années 60, quand la révolution culturelle faisait en Chine 70 millions de morts, aux années 70, quand l'URSS et les pays de l'Est étaient encore en place, avec le rideau de fer, quand 3 pays au cœur de l'Europe étaient encore des pays totalitaires, les colonels grecs, Franco était encore vivant en Espagne, et puis le Portugal était encore un pays fasciste. Donc, si loin que je remonte, ça va beaucoup plus mal qu'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des problèmes à résoudre. Il y a les territoires perdus de la République, il y a la montée de l'islamisme en France, il y a évidemment des quantités de sujets, le pouvoir d'achat, je peux les énumérer comme tout le monde. Je ne suis pas plus bête qu'un autre. Je vois bien aussi, comme on ferait au Finkielkraut, je vois bien les problèmes du monde. Mais ça ne veut pas dire que ça allait mieux avant. C'est pas vrai. C'était 1000 fois pire avant. Personne n'a envie de... Et si je remonte encore un peu avant, à une époque où les femmes n'avaient pas le droit de vote, il n'y a pas d'homme libre sans femme libre, enfin tout ça, si vous voulez, ces idéologies de la décadence sont absurdes en vérité, parce que c'est une posture, c'est une pose comme ça médiatique, mais ça n'a pas de sens sur le fond. Donc ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on n'a pas des défis à relever. Je ne dis pas que le monde va bien, il ne va pas bien, c'est évident. Mais à toutes les époques, il y avait des gens qui disaient « Ah, ça tout fout le camp et c'était mieux avant ». Alors justement, dans les défis à relever, on dit que quand l'école va mal, c'est toute la société qui est malade. Vous venez de sortir Réflexion sur l'école pour renouer avec le bon sens aux éditions Priva. Un livre où vous proposez des solutions pour répondre aux problématiques de l'école d'aujourd'hui. Vous qui déplorez un système éducatif français qui fabrique de l'échec sans parvenir à y porter remède, dans cet ouvrage, vous vous faites lanceur d'alerte. Luc Ferry, notre système éducatif tombe en ruine. Et vous parlez notamment de l'illettrisme. Alors quelques chiffres, bien sûr, 100 000 jeunes Français sur 800 000 ne savent pas du tout ou à peine lire à la sortie de leur scolarité obligatoire. 35% de nos enfants, à des degrés divers, peinent à lire vers l'âge de 18 ans. Comment expliquer ça ? Alors, c'est pas du tout le système éducatif qui tombe en ruine, pardon, je vous contredis, Non, mais c'est gentiment, on est là pour ça. Bien sûr. C'est pas le système éducatif qui tombe en ruine, c'est les élèves qui sont c'est la société civile qui est en ruine, si je puis dire. Quand les élèves arrivent et qui sont, pour parler comme on disait autrefois, mal élevés, quand on a des enfants qui sont dans des quartiers où il y a 98 nationalités, il n'y a pas un livre à la maison et on parle pas le français, il est évident qu'on a un système qui n'arrive pas à absorber ces difficultés. On a, je vais être très clair, dans les enquêtes PISA, vous savez, c'est ces enquêtes internationales sur les performances des élèves, mais qui ne jugent pas du tout le système éducatif, ça juge les performances des élèves. Mais les performances des élèves, elles ne dépendent pas que du système éducatif, elles dépendent aussi et même avant tout de ce qui se passe dans les familles. Donc ce que je dis pour l'instant, c'est que quand les enfants... Éducation et enseignement, c'est pas la même chose. L'éducation, c'est les familles, c'est les parents, c'est les enfants. L'enseignement, c'est les professeurs, c'est les élèves et c'est les établissements scolaires. Les mots ont un sens. Je dis que si l'éducation n'a pas précédé l'enseignement, les professeurs n'y peuvent pratiquement plus rien. C'est-à-dire que ça devient du domptage et dans certains quartiers, c'est quasiment impossible d'enseigner. Et donc, voilà, l'analyse que je fais, c'est que si on supprimait par la pensée, évidemment, les 1500 quartiers qui sont en grande difficulté, où les élèves sont en très grande difficulté, la France serait classée probablement numéro 1 dans les enquêtes PISA. Donc c'est ça qu'il faut dire. Personne ne le dit, mais c'est la vérité. Et ce qui n'est pas du tout le cas, puisque, a priori, la performance de la France se situe entre moyenne et médiocre, et plus grave, son système éducatif, donc, accroît les inégalités sociales, c'est ce que vous venez de dire. C'est faup. Voilà, c'est absolument faux. C'est-à-dire que le système éducatif n'accroît pas les inégalités sociales, il n'arrive pas à résorber les inégalités. Mais bien sûr, il n'arrive pas à résorber les inégalités qui sont les inégalités qui viennent des quartiers. Si on prenait que les lycées de centre-ville, encore une fois, on serait classé numéro 1. Et donc, le problème qu'on a depuis 30 ans ou 40 ans,
temps, c'est un problème d'intégration. D'ailleurs, c'est un problème aussi bien politique que éducatif. On a un problème d'intégration, je dirais même d'assimilation, parce que contrairement à ce qu'a fait par exemple Madame Merkel avec ses réfugiés syriens, nous, pendant des années dans l'après 68, on a enseigné en langue étrangère aux étrangers au lieu de les assimiler, leur faire apprendre le français. Et donc, on a eu une politique, ce qu'on appelait la rénovation pédagogique dans l'après 68, qui a été absolument catastrophique parce que on n'a pas joué la carte de l'intégration, je dirais même de l'assimilation. Donc, notre école, elle est en grande difficulté. Ce sont les enfants qui sont en grande difficulté. Mais les professeurs, ils font ce qu'ils peuvent. Ça ne veut pas dire que nos profs sont mauvais. Quand un prof a passé le CAPES ou la grecque, je vous garantis que c'est des concours extrêmement difficiles et que le niveau moyen des professeurs de collège et de lycée est bien supérieur à ce qu'il y a dans les high schools américaines, par exemple. Donc ça, personne ne le dit parce qu'on dit « Ah, regardez les enquêtes PISA, ça va mal, le système éducatif prend l'eau ». C'est pas le système éducatif, encore une fois, c'est les quartiers qui prennent l'eau. Pas la même chose. Alors justement, l'enseignant d'aujourd'hui n'a en réalité plus le droit d'enseigner, c'est ce que vous dites. On est surtout dans une phase de domptage. Les enfants doivent désormais tout découvrir, puis tout critiquer et finalement tout reconstruire. Est-ce que c'est ça, la main tendue qui donne des Samuel Paty? Alors là encore... c'est dans votre livre. Hein. Oui, mais c'est pas exactement ça que ça veut dire. Ça veut dire que dans l'après 68, dans ce qu'on a appelé la rénovation pédagogique, donc qui a pratiquement dominé tous nos systèmes éducatifs pendant 20 ans, ou même un peu plus, on a eu cette idée que je trouve absurde, mais qui n'était pas idiote. Elle est fausse, mais elle n'est pas idiote. C'est que les enfants apprendraient mieux par l'auto-construction des savoirs, quand ils allaient construire eux-mêmes les savoirs. Vous voyez, ça va jusqu'à la main à la pâte, on va apprendre par des petites opérations, des petits exercices, on va faire des autodictées, on va faire des exercices à trous, etc. Mais le problème, c'est que c'est pas vrai. Le problème, c'est que les cours magistraux sont 10 fois plus efficaces que l'autoconstruction des savoirs et qu'il y a notamment 2 domaines dans lesquels on ne peut pas compter sur l'innovation ou sur l'inventivité des enfants. C'est la grammaire et c'est la civilité, la politesse. Si vous y réfléchissez, la politesse et la grammaire, ce sont des mots entièrement de tradition. Il y a 0 créativité. Quand vous terminez une lettre et que vous dites « Monsieur, Madame, je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs », c'est pas créatif. Et de la même manière, l'accord du participe avec l'auxiliaire avoir quand le complément d'objet est placé avant, il n'y a rien de créatif là-dedans. Et donc cette idée que les enfants allaient tout inventer par eux-mêmes est une idée qui est fausse simplement, mais qui a dominé notre système éducatif pendant une vingtaine ou une trentaine d'années. Et là-dessus, pour aller à l'essentiel, au fond, les républicains avaient raison contre les pédagogues, pour reprendre ces 2 catégories que ceux qui s'intéressent à l'école connaissent bien, ou pour dire les choses autrement, Jean-Pierre Chevènement avait beaucoup plus raison que les 68ards dans l'idée de maintenir les fondamentaux à l'école et de maintenir un minimum de cours magistraux sans lesquels les enfants n'apprennent rien. Alors vous, pour pallier à certains problèmes, vous avez proposé quelque chose en 2004, qui était ces classes dédoublées, les classes de cours préparatoires en alternance, voilà, avec 2 enseignants par classe. Les classes dédoublées en CP, oui. En cas de besoin. Oui. Je crois que ça vient d'être à peine mis en place par Jean-Michel Blanquer. Jean-Michel Blanquer a repris ça. 17 ans après. 17 ans après, il l'a repris. D'ailleurs, il a eu la gentillesse, la correction de dire qu'il me reprenait l'idée. Malheureusement, c'est pas au niveau. C'est-à-dire que le nombre n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il faudrait le faire dans toutes les écoles. Il y a en gros 50 000 écoles en France. Je parle des écoles primaires. Il faudrait le faire dans toutes les écoles où les enfants n'arrivent pas véritablement à apprendre à lire au cours préparatoire. Je vous donne un chiffre qui est terrible. 80% des enfants qui n'apprennent pas à lire au cours préparatoire n'apprennent jamais à lire. Voilà, vous retrouvez les mêmes à 18 ans qui sont illettrés. Et donc, illettrés, ça veut dire pas analphabète, mais ça veut dire qu'ils déchiffrent très lentement et très mal. Voilà, bon. Et donc, il faut dédoubler les CP. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire en sorte que la maîtresse, je dis maîtresse parce que dans 95% des cas, c'est une femme, que la maîtresse soit capable de faire ce qu'on appelle la remédiation, de corriger le tir, en même temps qu'elle s'aperçoit que l'élève est en train de rater, de manquer la marche de l'apprentissage de la lecture. Je vais être très clair, il ne faut pas laisser sortir du CP ou en tout cas du CE1, il ne faut jamais laisser sortir un enfant du CE1 qui ne sache lire et écrire, parce qu'après, il est dans difficulté dans tous les domaines et l'échec va s'enquister et on n'arrivera plus à rattraper. Voilà. Et ça fait sans doute ces fameux décrocheurs, tandis que d'autres découvriront finalement que leur diplôme ne permet pas de trouver un emploi. Chaque année, il y a plusieurs milliers de jeunes qui sortent du système scolaire sans aucun diplôme. Je vais reprendre 160 000, la question rédigée par Jeannette Bougrabe dans son excellente préface de votre livre. Comment expliquer que l'école de la République ait laissé place à cette fabrique à désillusions et à échecs ?
Il y a en effet, j'ai pas les chiffres de cette année, mais de mon temps, pour parler comme les vieux mammifères, c'était 160 000 jeunes qui sortaient chaque année sans diplôme. Donc ils sortent à 16 ans, puisque l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, mais sans rien. Et donc ils sont en échec scolaire massif. Et contrairement à ce qu'on croit souvent, dans les années 60, on pouvait trouver un emploi assez facilement sans être diplômé. Aujourd'hui, c'est pas vrai. Aujourd'hui, dans un monde de la troisième révolution industrielle, où tout est hyper technologique, où on a besoin d'avoir une formation, il faut parler l'anglais aujourd'hui, c'est très important d'avoir une connaissance des langues, en tout cas, généralement l'anglais si possible, mais enfin, sinon l'espagnol ou l'allemand ou l'italien, mais il faut connaître des langues, et donc sans cette éducation de base, si je puis dire, cette formation initiale, comme on dit, c'est extrêmement difficile de trouver un métier. En tout cas, c'est impossible de trouver un bon métier. Voilà. Et les jeunes aujourd'hui, ils veulent un bon métier, ils veulent pas simplement un métier. C'est quoi un bon métier, Luc Ferry ? C'est un métier dans lequel on est heureux. C'est ça aussi. Mais on peut être heureux et être allé très tôt en voie professionnelle ou même... Non, c'est très rarement le cas pour une raison assez simple et qui est importante, c'est que là encore, il faut pas enjoliver les choses. Les parents ne choisissent la voie professionnelle pour leurs enfants à 95% que quand ils ont tout raté dans la voie générale. Donc c'est une voie par défaut. C'est-à-dire personne ne fait un CAP ou un BEP ou un bac pro. C'est très rare que ce soit positivement. Et c'est précisément, c'était mon deuxième chantier. Ce que je voulais, c'était créer des grandes écoles, l'équivalent de la rue d'Ulm ou de la Polytechnique ou d'HEC ou de l'ESSEC, mais dans la voie professionnelle pour que les enfants puissent choisir la voie professionnelle, non pas par défaut, mais en sachant qu'on se moque pas d'eux et qu'ils peuvent réussir quelque chose d'important, qu'ils peuvent aller loin, qu'ils peuvent avoir une licence pro, un master pro dans la voie professionnelle, qu'il y a un lycée des métiers qui peut les accueillir avec éventuellement même un IUT, avec un BTS, et qui peuvent aller loin dans la voie professionnelle et qu'on se moque pas d'eux. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est encore une voie de garage, c'est une voie choisie à 95% par défaut. Alors les gens qui disent le contraire ne connaissent pas le dossier. La vérité, c'est que c'est encore une fois, les parents ne choisissent pas la voie professionnelle quand l'enfant passe à ce qu'on appelait autrefois une terminale S, quand on avait encore des filières au bac. Pour finir sur ce sujet, Luc Ferry, à un moment donné dans votre livre, vous parlez de l'égalité des chances en disant qu'à un moment donné à la fac, on laisse un peu plus de chance à ceux qui viennent des quartiers plus défavorisés au détriment de ceux qui ont des meilleures notes qu'eux parce qu'on se dit qu'il faut une égalité des chances. Vous êtes contre ça ? Alors, c'est pas ça. C'est ce que vous décrivez, c'est ce qu'on appelle la discrimination positive. Oui. Ce qu'on a fait à Sciences Po avec Richard Descoings. Exactement. Voilà. Non, j'ai toujours été hostile à cette idée-là et j'ai préféré beaucoup ce que faisait Pierre Tapie, qui était le patron de l'ESSEC à l'époque et qui avait mis en place un programme pour aller chercher dans les familles, avec l'aide des anciens étudiants, des anciens élèves de l'école, aller chercher à partir de la seconde les élèves entre guillemets défavorisés, ceux qui viennent de milieux qui sont des milieux dans lesquels il n'y a pas une grande bibliothèque, disons pas les milieux de profs ou les milieux bourgeois, on va pas parler la langue de bois. Bon. Et donc, aller les chercher pour leur dire, et le programme s'appelait « C'est aussi pour vous ». Vous pouvez aussi. Et donc, on allait leur proposer de les mettre au niveau, de les aider à passer le concours, mais sans baisser le concours pour autant. Voilà. Et donc, je pense que c'est la même chose pour les femmes. Moi, je suis d'accord avec Elisabeth Badinter. Je pense que la parité est plutôt insultante que progressiste. Voilà. Et donc, moi, j'aurais pas voulu. Moi, je venais de la campagne. Mes parents n'ont pas fait d'études. J'ai passé 2 agrégations, un doctorat d'État. Si on m'avait dit, on va vous faire un concours spécial pour la grecque parce que vous venez de la campagne, j'aurais dit, mais allez vous faire voir. Je suis capable de passer moi-même le concours, le même que celui des... Ça vous aurait donné envie de vomir, c'est ce que vous dites. C'est absolument, oui. Et c'est exactement ça. Et je peux passer le même concours que les gamins qui sont sortis des classes de Cagnes et de Normal Sup que je connaissais pas quand je suis arrivé à Paris. Et donc, j'aurais pas voulu qu'on me fasse entrer avec un escabeau vermoulu. Donc, c'est pas ça. Voilà. Et donc, je pense qu'en revanche, oui, il faut mettre en place des programmes comme l'avait fait Pierre Tapie. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il a fait. Je trouve que c'était grandiose. Des programmes qui permettent aux enfants qui viennent des quartiers, justement, ou des milieux qui sont culturellement défavorisés, leur permettre d'accéder au plus haut diplôme avec des bourses, évidemment. Il faut des bourses parce que si les parents n'ont pas de quoi payer des études longues, il faut les aider avec des bourses au mérite. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est pas la discrimination positive qu'il faut mettre en place, c'est des bourses au mérite et des systèmes de préparation au concours pour des élèves qui viennent pas du 6e arrondissement de Paris. Luc Ferry, vous parliez de sciences politiques
politique. Alors j'ai envie d'y revenir. Oui. Vous avez été prof de sciences politiques, Oui. et alors j'ai envie de revenir sur un étrange hommage, et pardon d'y revenir encore, Oui. à Samuel Paty, organisé à Sciences Po Paris mercredi dernier, où l'on a entendu des intervenants expliquer que la caricature que le professeur avait montrée était intrinsèquement raciste, ou encore que les familles musulmanes dans leur ensemble considéraient que les caricatures comme une violence symbolique. Est-ce que c'est normal qu'au sein d'une université qui fabrique les esprits, on soit en train de tordre et de légitimer quelque part des assassins? Est-ce que ce n'est pas ça la vraie violence? Malheureusement, le wokisme et la cancel culture, donc en gros, avaient associé à l'islamo-gauchisme, gagnent du terrain dans les universités, spécialement à Sciences Po. Voilà, et c'est pas un hasard. Et donc, c'est une véritable catastrophe intellectuelle et morale, bien sûr. Nous sommes d'accord. Que penser de ces intervenants, notamment Bruno Nassim Aboudrar de l'université Sorbonne Nouvelle, qui est auteur du livre Les Dessins de la colère, qui cherche à remettre la caricature de Coco dans son contexte, ou encore de Laurent Bill, je cite, faute de pouvoir caricaturer Mahomet, non parce que c'est interdit, mais parce que c'est impossible car on ne le connaît pas. Les caricaturistes dessinent en lui l'arabe, ou encore Samia Langar, docteur en sciences de l'éducation, qui est venue évoquer une enquête qu'elle a réalisée à Vénissieux sur la réception des caricatures, notant avant tout le déni de reconnaissance de la place des musulmans dans la société française. Que pensez de ça? Est-ce qu'on n'est pas en contexte? Je ne connais pas les noms de personnes. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Non, mais je vous crois, je ne dis pas que c'est faux, je dis simplement que je ne connais pas ces personnes, donc je ne peux pas en parler personnellement. Ce que je dis simplement, c'est que oui, un certain nombre d'universités sont gangrénées par l'idéologie woke, qui s'associe généralement... Vous pouvez préciser l'idéologie woke? Woke, ça vient, c'est la queue de comète du politiquement correct américain et canadien, mais qui est devenu aux États-Unis absolument délirant, et qui s'associe très souvent à l'écologie de la décroissance, mais l'écologie fondamentaliste, un peu Sandrine Rousseau, si vous voulez, et puis aussi à l'islamo-gauchisme. Et donc, et généralement, vous avez vu peut-être ce livre très intéressant de Madame Weiss, qui a quitté le New Yorker, et qui explique que pour les woke, le juif est invisible. Et donc, invisible encore, c'est dans le meilleur des cas, quand c'est pas la cible et quand c'est pas l'ennemi absolu. Et donc, on est gangréné aux États-Unis par cette idéologie islamo-gauchiste, woke, cancel culture, etc. Et ça gagne malheureusement les universités françaises. On l'a vu à Grenoble, à Sciences Po Grenoble, si vous vous souvenez, où un professeur d'allemand, qui est d'ailleurs allemand, avait refusé de mettre sur le même plan l'islamophobie et l'antisémitisme, en quoi il avait 1 milliard de fois raison. L'islamophobie est un concept fourre-tout, qui est une machine de guerre qui n'a aucun sens, ou plutôt qui a comme sens d'empêcher toute espèce de critique de l'islamisme. C'est ça la véritable signification de ce concept absurde d'islamophobie, ce que Gilles Kepel a très bien montré, ce que mon ami Pascal Bruckner a très bien montré aussi. Et ça, on ne peut pas mettre sur le même plan la critique d'une religion quelle qu'elle soit, même injuste, et de l'autre côté l'antisémitisme qui est un appel au meurtre. Et donc des personnes, ça n'a rien à voir. Et là, on a vu que ce professeur d'allemand, il a été littéralement persécuté. Madame Vidal l'a défendu, remarquablement, ça il faut le dire, et je lui tire mon chapeau. J'ai eu la chance de déjeuner avec elle justement autour de cette question, et j'ai trouvé là une femme extrêmement courageuse et remarquable, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas eu le soutien de ses autorités politiques. Alors j'insiste encore, Luc Ferry, c'est parce qu'aussi début septembre à Marseille, un autre professeur d'histoire-géographie et sa femme ont été menacés par plusieurs courriers avec une photo de Samuel Paty, jour pour jour après la mort du professeur. Le professeur marseillais a témoigné encore sous le choc. Il a dû quitter Marseille avec sa femme. Est-ce que c'est possible et normal? Est-ce que les professeurs d'histoire-géographie sont en souffrance? Parce que, comme vous le disiez, nous sommes dans une génération un peu compliquée où il est dur d'enseigner, mais aussi dans une génération où chacun veut un peu modifier l'histoire. Regardons Zemmour, regardons les complotistes. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est Il y a aussi pensable? quelque chose qui est... Encore une fois, le wokisme et la cancel culture gagnent du terrain chaque jour chez les jeunes Français, pas simplement aux États-Unis. Et c'est vrai que, par exemple, 60% des lycéens aujourd'hui considèrent que c'est un scandale d'interdire les signes religieux à l'école, et en particulier le voile islamique. Et donc ça, c'est évidemment très inquiétant. Et donc je pense que nos autorités politiques... Vous aviez fait en sorte qu'il n'y ait plus de signes religieux à l'école. On a fait. D'ailleurs, à la demande, je dois dire, de Jacques Chirac, en 2003, on a fait cette fameuse loi interdisant les signes religieux ostensibles, on a dit, à l'école, mais peu importe le mot. Et donc, oui, je pense qu'on a très bien
fait de le faire. D'ailleurs, il y a plus de problème de voile ni de signes religieux ostentatoires à l'école. Et donc, je pense qu'on a bien fait de le faire, oui. Cela dit, ça ne règle pas, par exemple, pour vous donner juste un exemple, les accompagnatrices scolaires qui sont voilées. J'allais vous en parler. En périscolaire, on a ce problème. Je trouve ça absolument scandaleux et je pense que quand on remplit une mission de service public, même si on n'est pas soi-même fonctionnaire, on doit laisser tomber à la fois les signes religieux et les signes politiques parce qu'on n'a pas à savoir quelle est la confession ou quel est l'engagement politique de quelqu'un qui remplit une mission de service public. Mais vous avez bien vu que Emmanuel Macron, en revanche, est absolument pour lui qui parle de privilèges blancs, donc ce qui est le vocabulaire woke par excellence, hein, il faut quand même dire les choses. C'est pas une formule anodine. Bon. Et donc, on a affaire à un président qui est clairement dans la tradition Startup Nation, wokisme à l'américaine, et qui est multiculturaliste et qui est, disons, est peu sensible à ces questions-là. Voilà. Et c'est pas un républicain à l'achevènement, si vous voulez. C'est pas un républicain à la Henri Guénaud, pour prendre deux exemples de républicains un peu durs, l'un à gauche et l'autre à droite. Voilà. Moi, je suis évidemment gaulliste, donc totalement républicain sur le. C'est pas Régis Debray, si vous voulez, qu'on cite un intellectuel plutôt qu'un politique. Mais voilà, je pense qu'au fond, ces républicains-là, ils avaient raison, ils ont eu raison avant les autres. Je pense aussi au Badinter, par exemple. Je pense à Madame Badinter, que je trouve formidable. J'ai publié d'ailleurs dans son livre un article avec elle sur contre la discrimination positive dont on parlait tout à l'heure. Et donc, on a là des gens qui ont tiré la sonnette d'alarme sans être pour autant des bouts de feu comme Zemmour. Alors, vous parlez beaucoup de politique et vous avez sorti donc ce livre où vous proposez des solutions. Et je reprends à nouveau Javed Bougrab qui dit que vous avez ce talent de réussir à identifier l'action clé qui devrait inspirer nos responsables politiques. À défaut d'offrir vos tuyaux couchés sur papier, n'avez-vous pas envie de revenir au pouvoir? Non, pas du tout, non. Non, vous savez, moi, on est venu me chercher. C'est Dominique de Villepin, qui est à la demande de Raffarin et de Chirac, qui est venu me chercher chez moi. Je suis tombé de ma chaise quand on m'a proposé d'être ministre. Enfin, franchement, c'est la dernière chose à laquelle je pouvais m'attendre. J'ai d'ailleurs commencé par refuser, et puis c'est ma femme, Marie-Caroline, qui m'a dit « Mais enfin, tu es malade, tu prétends avoir des idées sur l'école, on te propose de les mettre en œuvre, si tu refuses, c'est que tu es vraiment nul. » Et donc, j'y suis allé quand même, mais franchement, la mort dans l'âme. Je regrette pas, parce que ça a été 2 années absolument passionnantes, mais c'est pas mon métier. Mon métier, ma vraie passion, c'est la philosophie, c'est d'écrire des livres. C'est pas d'être ministre. Et justement, je vais revenir avec vous avec la philosophie, Luc Ferry. À la question « Quel est le sens de la vie puisque nous sommes mortels ?» vous avez répondu « Sauver sa peau ». C'est bien cela? Non. Dites-moi, mais répondez-moi. Alors, je suis insupportable, hein, je suis mauvais. On est là pour la contradiction et j'adore ça, allons-y. En fait, c'est quelque chose qui me passionne. D'ailleurs, venez à Évian, c'est ouvert à tout le monde le week-end prochain. Je vais raconter justement, je serai à l'hôtel Royal à Évian, mais tout le monde peut venir. On n'est pas obligé de prendre une chambre à l'hôtel, hein, c'est ouvert à tous, il suffit de s'inscrire. Et je vais raconter l'histoire qui est absolument géniale, passionnante, des grandes réponses apportées à la question de la vie bonne pour les mortels. Alors, Luc Ferry, on doit passer tout de suite et on en parle au après. Journal Okay. Et on en parle après. C'est un très bon teasing. On continue à parler avec vous et de vous dans cette émission et d'ailleurs avec nos auditeurs aussi. N'hésitez pas à nous écrire sur le compte Instagram de Radio J. Tout de suite, on fait une petite pause et on revient.